Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez particulier, celui de Stanislas de Guaita. On va explorer son livre Au seuil du mystère, avec un éclairage un peu spécial, la préface de son ami Maurice Barrès. L'idée, c'est de comprendre ce que Guaita, figure importante de l'occultisme fin 19e, entendait par haute magie. On a donc deux regards, celui intime de Barrès, et puis le côté plus doctrinal de Guaita lui-même. Alors commençons peut-être par Barrès. Son souvenir de jeunesse est assez frappant. Il nous parle de Nancy vers 1878, deux ados, lui et Guaita, qui dévorent Baudelaire, Flaubert un peu en cachette. Une amitié née dans les livres, quoi. Et c'est là qu'on voit le contraste. Ce jeune passionné de poésie, comment il arrive à l'ésotérisme? Mais justement, c'est là qu'intervient sa vision de la haute magie. Pour Gaïta, ce n'est pas du tout une superstition vague, hein. Il y intègre la kabbale, l'hermétisme, et il présente ça comme une synthèse générale. Une sorte de science, mais une science basée sur l'observation et surtout sur l'analogie. Le but, c'est de trouver l'unité derrière toute la diversité du monde, une unité qui serait régie par l'équilibre des contraires. Il parle aussi de trois mondes, le divin, l'intellectuel et le sensible, tous connectés, bien sûr. C'était sa manière, en fait, de rationaliser le spirituel dans une époque très scientiste. D'accord. Et Gaïta, il ne sort pas ça de nulle part. Il revendique une histoire pour cette science des mages. Il la fait remonter super feu loin. L'Inde, l'Égypte, d'Hermès, Moïse, Zoroastre. Oui, Orphée, Pythagore, Platon aussi. Voilà. Et ça traverse les siècles, les gnostiques, les alchimistes. Il cite même Berthelot, le chimiste. Sur l'unité de la matière, oui. Jusqu'à Eliphas Lévi, plus proche de lui. Mais pourquoi c'était si important pour lui, cette lignée? Et de bien la séparer de la sorcellerie type Médée. Ah, c'est crucial pour la légitimité. Ancrer la haute magie dans une tradition millénaire, ça lui donnait un poids énorme. Face à la science officielle, face aux religions établies, c'était comme bâtir une autre histoire du savoir. Et ça explique aussi pourquoi c'était si discret, si secret. La transmission par symboles complexes. Parfois un peu opaque. Oui, et via des sociétés comme la Rose-Croix, le martinisme, c'était pour protéger cette connaissance. Sa devise « ne rien gâter, ne rien détruire » résume bien ça. L'obscurité comme protection, en quelque sorte. Et au cœur de ce savoir protégé, il y a ce concept, la lumière astrale. C'est ça. Il l'appelle aussi Aor, Akasa, Azote. Comment on peut comprendre ça simplement? On pourrait dire que c'est comme une énergie subtile universelle, un champ invisible qui relie tout, l'esprit, la matière. C'est l'agent de la vie, mais aussi de la mort. Et Gaïta insiste beaucoup sur sa double nature. Ah oui, le positif et le négatif. Exactement. Aor, le courant positif, et Aob, le négatif. C'est leur équilibre ou leur déséquilibre qui expliquerait beaucoup de phénomènes. Quel genre de phénomène, par exemple? Selon Gaïta, c'est cette lumière astrale qui est en jeu dans le magnétisme, les apparitions. Il parle de mirages condensés, ou même ces fameux gardiens du seuil, ces épreuves psychologiques sur le chemin initiatique. D'accord. Et il relie ça à la structure de l'être humain? Tout à fait. Sa vision ternaire, Nefesh, le corps vital, Ruach, l'âme, disons, rationnelle et passionnelle, et Neshama, l'esprit pur. Et entre eux, il y a le médiateur plastique, le corps astral. C'est notre lien avec cette lumière. Mais il y a des dangers, j'imagine. Ah oui, énormément. Gaimanta met en garde sans arrêt. Explorer ça, sans préparation, sans maîtrise, c'est très risqué. On peut vite se perdre. On comprend donc que ce n'est pas juste une accumulation de savoir théorique. Cette quête, telle qu'il a décrit, elle vise une transformation personnelle, c'est ça? Absolument. Ce n'est pas de la simple curiosité intellectuelle, c'est une voie de perfectionnement. Et ça s'inscrit dans une vision plus large, très inspirée de la Kabbale. C'est-à-dire? L'idée d'une chute de l'esprit dans la matière, l'involution, puis d'une lente remontée vers le divin, l'évolution. Le but final, c'est la réintégration dans l'unité. Une sorte de nirvana, si on veut. Et ce qui est intéressant, c'est l'insistance sur l'éthique. L'altruisme, la fraternité sont essentiels. Ce n'est pas un chemin égoïste. Donc si on essaie de résumer la pensée de Guaita qui se dégage ici, pour lui, l'occultisme c'est bien plus qu'une croyance. C'est une science sacrée, une philosophie complète, un héritage ancien qui cherche à la fois à comprendre les lois cachées de l'univers
et à réaliser notre potentiel spirituel. Exactement. Et le fil rouge, c'est cette conviction profonde qu'il y a une vérité unique derrière tous les mythes, tous les symboles, à travers toutes les cultures et les époques. C'est cette unité cachée que la haute magie cherche à dévoiler. Alors, une dernière question pour laisser réfléchir. Cette recherche constante d'une unité cachée, qu'on retrouve dans tout l'ésotérisme finalement, qu'est-ce que ça nous dit sur notre propre besoin, en tant qu'humain, de trouver du sens et peut-être de garder une part de mystère dans nos